Bonjour à tous, Amechad, c'est votre émission, l'émission qui donne la parole aux représentants des communautés juives qui, j'espère, nous permettra de mieux nous connaître, de mettre en exergue des femmes et des hommes qui consacrent leur énergie, leur intelligence et leur temps à leur coreligionnaire. De mieux connaître aussi les activités de ce riche tissu d'associations, synagogues, institutions et centres culturels. Aujourd'hui, notre invité est François Heilbronn, président des Amis français de l'Université de Tel Aviv et vice-président du Mémorial de la Shoah. François Heilbronn, bonjour. Bonjour Nélu, bonjour à vos auditeurs. Avant de parler de votre activité en tant que militant, quelle est votre activité professionnelle ? Je suis chef d'entreprise et mon entreprise fait ce qu'on appelle du conseil en stratégie d'entreprise. Et donc je conseille des grands groupes et aussi des PME sur leur stratégie de développement, les métiers dans lesquels ils doivent se développer, les nouveaux produits qu'ils doivent lancer, les nouveaux marchés qu'ils doivent aborder. Et c'est mon activité principale professionnelle depuis plus de 30 ans maintenant. Et l'activité militante, vous l'avez commencé à quel âge ? J'ai commencé à 14 ans, un de mes copains de classe, même pas au lycée, en 3e, au collège, m'a entraîné dans un comité qui s'appelait le CLES, le comité de liaison des étudiants sionistes socialistes. Et il avait menti sur son âge, parce qu'on n'avait pas le droit d'y militer avant l'âge de 16 ans, mais lui comme moi, on était déjà assez grand. Et donc on a fait illusion et on est rentré au CLES. Lui, il était... Vous étiez déjà J'étais déjà grand. Voilà. À 14 ans, je devais avoir 1m85 déjà, donc je passais pour plus vieux que mon âge. Et grâce à cet ami, j'ai rejoint le CLES, qui était en fait la branche lycéenne et étudiante du MAPAI d'Israël. Et d'ailleurs, un de mes premiers souvenirs de militant, c'est d'avoir accueilli à Paris, dans les locaux du CLES, Golda Meir, qui est venu nous soutenir. Et votre engagement est toujours resté un engagement sioniste de gauche ? Aujourd'hui, vous vous qualifiez comment ? Moi, je suis un centriste, mais c'est vrai que si je devais voter en Israël, je voterais plutôt centre-gauche que Likoud. Aujourd'hui, vous êtes président des Amis français de l'Université de Tel Aviv. D'abord, depuis combien de temps vous militez dans cette association et pourquoi avoir choisi l'Université de Tel Aviv ? Alors, comme toujours dans le militantisme, c'est un concours d'amitié et de circonstances. J'ai donc milité, moi, jeune lycéen, jeune étudiant, pendant de longues années. Après, je suis parti aux États-Unis pendant de nombreuses années aussi. Quand je suis revenu en France, j'ai voulu reprendre une activité militante, mais une activité militante qui correspondait à mes goûts. Et je voulais toujours soutenir Israël, mais soutenir Israël dans quelque chose où je pourrais apporter une valeur ajoutée. Et comme depuis maintenant 30 ans, je suis professeur à Sciences Po, où j'enseigne mon métier, ma profession, la stratégie de l'entreprise, j'ai souhaité aider Israël dans le domaine universitaire. Et justement, une de mes anciennes amies du CLES, du comité de liaison des étudiants sionistes socialistes, que vous connaissez, Nélu, qui est Daniel Chemoul, est la déléguée générale maintenant depuis plus de 25 ans de l'Université de Tel Aviv en France. Et à la fin des années 90, elle m'a demandé de rejoindre les Amis de l'Université de Tel Aviv. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant ce qu'ils faisaient. J'ai découvert cette université que je connaissais pas. Sa richesse académique, sa diversité culturelle, scientifique. Et ça m'a beaucoup plu. Donc je suis devenu simplement militant, donateur, participer à leurs manifestations. Et puis en 2002, ils m'ont demandé de m'engager un peu plus, parce qu'à l'époque, le président de cette association, qui était Hugo Ramnichianu, un grand monsieur, un grand donateur. Juif d'origine roumaine. Juif d'origine roumaine, qui avait à peu près le même accent que vous, à peu près. D'ailleurs, en vous écoutant, ça me fait penser à lui. Je veux lui rendre hommage, d'ailleurs, parce que c'était un très, très, très grand mécène pour la communauté juive de France, pour Israël, pour l'Université de Tel Aviv. D'ailleurs, la porte principale de l'Université de Tel Aviv s'appelle la porte Hugo Ramnichianu. Et il cherchait en fait quelqu'un pour le seconder dans un premier temps et à terme le remplacer. Donc en 2003, je suis devenu vice-président des Amis de l'Université de Tel Aviv et en 2008, Hugo, qui était commencé à être très fatigué, m'a demandé de prendre la présidence à sa place. Parce que c'était un grand honneur pour moi, j'ai accepté. Et hélas, Hugo d'ailleurs est décédé l'année d'après en 2009. Et durant toutes ces années, est-ce qu'il y a un ou plusieurs événements dans le cadre de cette présidence qui sont le plus marquants pour vous ? Il y en a eu plein parce que... Si vous devez choisir 2 ou 3. Le premier, c'était un grand dîner en 2003 au Sénat, parce que Christian Poncelet, qui était le président du Sénat à l'époque, était le président d'honneur de notre association. Il avait reçu l'association au Sénat, et en 2003, on avait reçu un jeune ministre des Affaires étrangères, pas très connu à l'époque, qui s'appelait Dominique de Villepin.
Et ce dîner avait été un tournant, parce que pour la première fois, le ministre des Affaires étrangères avait tendu la main vers Israël. Et à l'époque, Villepin, qui n'était pas devenu le représentant du Qatar en France qu'il est devenu depuis, mais à l'époque, d'une analyse très objective et très lucide, s'était dit que par la position du président Chirac, fondamentalement anti-israélienne et fondamentalement pro-arabe, on n'allait nulle part. Et qu'il fallait rééquilibrer les choses en découplant deux choses. D'une part, la relation et le règlement du conflit, s'il y a règlement du conflit entre les Israéliens et les Arabes, et d'autre part, la relation bilatérale franco-israélienne. Et il voulait relancer la relation bilatérale franco-israélienne, ce qu'il a fait, ce qu'on oublie souvent, en fait. Et avec l'Université de Tel Aviv, ça a été... Déjà, les relations culturelles, il faut dire, c'est dans cette période-là que les coproductions de cinéma datent de cette période-là. Exactement. Alors, ça a été vous avez tout à fait raison, les coproductions cinématographiques, les échanges universitaires. Il nous a beaucoup aidé, le Quai d'Orsay nous a beaucoup aidé, notamment à développer des relations universitaires avec Sciences Po, avec la Sorbonne, avec le CNRS, pour des échanges d'étudiants et des échanges de professeurs. Et puis aussi, c'est lui qui a créé l'Institut français d'Israël, qui est sur le boulevard Rothschild, que vous connaissez, qui est superbe, et c'est lui qui a créé la Fondation France-Israël. Et le dîner où il a lancé tout ça, c'était le dîner des amis de l'Université de Tel Aviv, c'était en octobre 2003 au Sénat. Donc ça, c'est un premier moment phare. Deuxième moment phare, c'est quand François Hollande, président de la République, c'était en 2013, est venu en Israël, c'était le grand voyage de Hollande en Israël, et il est venu sur le campus de l'Université de Tel Aviv. Il avait choisi le campus de l'université, on l'a reçu, il était très content d'être là, et il s'était adressé aux Français d'Israël à partir du campus de l'Université de Tel Aviv. Enfin, l'autre moment fort, et ça c'est un moment qui m'avait beaucoup touché, c'est Manuel Valls en tant que Premier ministre, avec plusieurs membres de son gouvernement, qui étaient aussi venus sur le campus, et qui avaient passé beaucoup de temps sur le campus à la découverte des partenariats très concrets, parce que Manuel Valls, vous le connaissez, est très concret, et très ami d'Israël, il voulait du concret, du tarkless, comme on dit en yiddish, et il a vu justement la coopération universitaire concrète entre les universités françaises et l'Université de Tel Aviv. Et une autre aussi, parce que c'est d'actualité, il faut le rappeler, une autre visite importante à l'Université de Tel Aviv, ça a été la visite d'Anne Hidalgo, qui a souhaité venir en 2015, elle a voulu faire un voyage de tout le Conseil de Paris. Donc elle a emmené tous les élus parisiens, y compris la droite et y compris les communistes. Donc on a eu des élus communistes sur le campus de l'Université de Tel Aviv, et elle a voulu rencontrer les professeurs, les chercheurs, mais aussi les étudiants. Et il y a eu une très très belle rencontre entre Anne Hidalgo et les étudiants. Anne Hidalgo, c'était pas la première fois qu'elle venait en Israël, mais c'est la première fois qu'elle venait sur le campus de l'Université de Tel Aviv. Et grâce à ce voyage, elle a permis un développement majeur de coopération scientifique avec l'école de physique et de chimie de la ville de Paris. C'est une école au 6 prix Nobel. Les Curie étaient là-bas, Charpak était là-bas, Gilles de Gênes était là-bas. Et depuis, il y a une coopération scientifique de très haut niveau entre les départements de physique et de chimie de l'Université de Tel Aviv et l'école de physique et de chimie de la ville de Paris. Donc ces voyages, au-delà de leur force symbolique, au-delà de la découverte d'un autre Israël que ces hommes politiques peuvent avoir, les femmes politiques, c'est aussi de la coopération scientifique qui s'est développée de manière considérable sur ces 20 dernières années. L'Université de Tel Aviv, c'est le présent, c'est l'avenir surtout des étudiants, l'avenir d'Israël, puisque c'est une des grandes universités israéliennes. Et en même temps, vous êtes vice-président du mémorial de la Shoah. Alors, nous, Juifs, c'est quoi? C'est le passé, l'histoire, la culture, le présent et l'avenir. Tout à fait, vous avez tout à fait compris. Mon engagement pour Israël est un engagement fondamental. Un engagement d'amour qui me vient de mon plus jeune âge. En fait, je suis allé en Israël pour la première fois en 1961. J'avais 9 mois. En fait, je suis d'une vieille famille juive française par mon père et par mes grands-parents paternels. Mais par contre, du côté de ma mère était juive égyptienne, d'origine séfarade. Elle avait même un passeport espagnol. Elle s'appelait Escogidos Armati. Et elle était venue faire ses études en France, mais mes grands-parents avaient été chassés. Elle parlait ladino? Elle parlait judéo-espagnol. Judéo-espagnol, comme mes grands-parents. Et d'ailleurs, mes grands-parents, quand ils ont été chassés d'Égypte, eux, en 56, comme mes oncles et mes tantes, sont allés en Israël. Vous savez, vous êtes ashkénaze, parce que la tradition, c'est le père qui la donne. Ouais, le judaïsme, c'est la maman. Moi, je me considère séfarnaz et ashkérade. Mais je me sens pas, par la cuisine, je suis beaucoup plus séfarade qu'ashkénaze. Moi, je suis ashkénaze, mais par la cuisine, je suis séfarade, évidemment. Voilà. Et donc,
Et donc cet amour d'Israël il m'est venu de là, très jeune. Je suis allé voir ma famille maternelle en Israël tous les étés. Mais pour revenir à votre question sur le mémorial, mes deux parents, en fait, ont été engagés très tôt au mémorial. Et d'ailleurs, bizarrement, plus ma mère que mon père. Mon père, la famille de mon père, vieille famille juive française, a eu 14 membres de sa famille déportés à Auschwitz, plusieurs membres de sa famille morts au combat pendant la Première Guerre mondiale et pendant la Seconde Guerre mondiale au sein de l'armée française. Et mon père a toujours été proche du mémorial, et même mes grands-parents ont toujours été proches du mémorial. Mais c'est ma mère qui a été une militante du mémorial dans les années 80. Le mémorial, à l'époque, c'était le centre de documentation juive contemporaine, vous l'avez connu, le mémorial du martyr juif inconnu. C'est une petite institution qui manquait de moyens. Et avec la baronne Mary de Rothschild, la mère d'Éric de Rothschild, elles avaient levé de l'argent pour rénover le mémorial à l'époque. Et c'est elle qui, dans les années 70, me l'avait fait découvrir. Et par mes études et par mon goût et pour mon goût, j'adore l'histoire. Donc j'ai toujours été fasciné par le mémorial, et j'ai redécouvert le mémorial à travers mon épouse, Ariane Bois. On a fait tous les deux Sciences Po ensemble, et elle, après Sciences Po, comme moi je suis allé m'amuser à l'armée, elle a voulu faire quelque chose, donc elle a fait un 2A d'histoire, et son sujet de 2A d'histoire, c'était sur la résistance juive organisée. Et donc, évidemment, elle est allée aux archives du mémorial pour travailler sur la résistance juive organisée. À l'époque, c'était un sujet très novateur, pas très couvert par les historiens. Et elle m'a fait découvrir cette institution, non pas sur le plan mémorial, que je connaissais, parce que j'étais allé à des commémorations quand j'étais jeune garçon, adolescent, mais elle me l'a fait découvrir comme sur le plan historique et la richesse de ces archives. Donc, je suis tombé assez amoureux de ce centre. Et mon père, après, y a milité auprès d'Éric de Rothschild. Il en a été le vice-président. Et puis, à la fin des années 90, j'ai rencontré Éric de Rothschild qui m'a demandé, il m'a dit, on va peut-être un peu rajeunir. Il m'a demandé de rejoindre le conseil d'administration, ce que j'ai fait. J'ai aidé à lever de l'argent pour la restauration du mémorial, l'agrandissement du mémorial et la création du mur des noms. Et après, j'ai rejoint comme administrateur en 2002. Après, j'ai été trésorier adjoint auprès d'un homme formidable qui est Hubert Quin, qui a été le trésorier pendant 30 ans du mémorial, qui est hélas décédé au mois de décembre dernier. C'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Et en 2008, Éric de Rothschild m'a demandé de devenir le vice-président du mémorial, donc d'être son numéro 2 de ce conseil d'administration. Et voilà mon engagement. Et comme vous l'avez dit, mon engagement est pour la mémoire, pour l'histoire de la tragédie des Juifs en France, mais aussi de leur grandeur. Parce qu'il faut toujours rappeler, un peu comme Yad Vashem, au mémorial de la Shoah, on pleure nos martyrs, mais on célèbre nos héros. Nos héros de la résistance juive, des éclaireurs israélites, de l'œuvre de secours aux enfants, de toutes ces institutions admirables qui ont sauvé pratiquement 20 000 à 30 000 enfants. Même en général, dans l'histoire de la Shoah, on connaît peu la résistance juive. Ouais. Et si on se plonge sur la résistance juive à l'Est, sur le front de l'Est qu'on appelle les terres de sang, les terres noires, il y avait des milliers de Juifs qui ont été dans la résistance armée. Des centaines de milliers. Tout à fait. Justement, à l'Université de Tel Aviv, on a fait un colloque en 2015. Souvent on dit que les Juifs sont allés à Auschwitz, etc. Voilà. Parce que tout simplement c'est de l'ignorance. On connaît pas la résistance armée juive. Hein. Voilà. Et alors, je vais vous poser une colle, Nélu. Allez-y. Combien de Juifs ont été combattants pendant la Seconde Guerre mondiale sous des uniformes, quels qu'ils soient? Beaucoup dans l'armée soviétique, j'imagine. 1,5 million. 1,5 million de Juifs se sont battus, un fusil à la main, quelle que soit leur armée. Alors effectivement, il y en avait 500 000 dans l'armée soviétique. Il y a eu 300 généraux soviétiques juifs, dont le plus décoré, qui était un général juif. Il y en a eu 500 000 dans l'armée américaine, mais il y en a eu 100 000 dans l'armée française. 39-40, il y a eu 100 000 juifs qui se sont battus, et notamment, d'ailleurs, on avait fait une très belle exposition mémoriale sur les engagés volontaires, qui étaient étrangers. Il y a eu 26 000 juifs étrangers en France qui se sont engagés volontaires dans l'armée française. Et il y a eu 75 000 juifs français qui se sont battus en tant que Français. Après, il y en a beaucoup dans la résistance, évidemment, dans les forces françaises libres. Il y en avait dans l'armée polonaise, il y en avait dans l'armée tchèque, il y avait dans l'armée hongroise, etc., etc. Et puis, il y avait évidemment la brigade juive de Palestine, où ils étaient quand même 30 000 à se battre sous l'uniforme anglais. Donc, il y a eu 1,5 million 500 000 combattants. Et ça, on le rappelle toujours au mémorial de la Shoah. Et donc, c'est cette histoire aussi grandiose qu'il faut rappeler. Et au-delà de l'histoire, un de mes engagements militants, évidemment de toujours, ça a été la lutte contre l'antisémitisme. Et par l'enseignement de l'histoire, par la formation à l'éducation sur l'histoire des génocides, pas seulement le génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi celui des Arméniens, celui des Gitans, celui des Tutsis, le mémorial est aujourd'hui la première institution en France à la formation des professeurs et à l'enseignement auprès des jeunes. On arrive à toucher 100 000 jeunes chaque année pour avoir une formation
républicaine, laïque, de lutte contre l'antisémitisme et le racisme à travers la découverte de l'histoire. François Heilbronn, merci. Kola Kavod pour tout ce que vous faites. Vous et vos équipes dans les deux associations, je rappelle les Amis français de l'Université de Tel Aviv et le Mémorial de la Shoah. Bonne réussite pour les activités à venir. Encore une fois, félicitations, ça a été un plaisir. J'ai la chance de recevoir dans cette émission des gens exceptionnels, vous en faites partie. Merci. Vraiment, je suis fier de vous avoir reçu aujourd'hui. Vous le savez, Radio J, vous êtes chez vous maintenant ici. À très bientôt. Merci Nélu et bravo pour tout ce que vous faites. Merci. Shalom, au revoir. Shalom.